Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 29 avril 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. C'est bref pour débuter ce journal. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Mekol Zodi, Moudi Moussa et Habibou Soumela de la campagne tournant la page TLP Niger et Moukela Halidou du SINASEP, également membre de la CNT, ainsi que le président du syndicat national de commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, El Haïssani Shekarou, vont passer leur 42e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tilaberi et de Niamey. Ils ont été interpellés à la suite de la manifestation pacifique contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale le 15 mars 2020. Depuis leur arrestation, des voix se lèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. 6e jour aujourd'hui du mois béni de Ramadan, un mois plein de vertus au cours duquel les jeûneurs s'abstiennent de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil. Ramadan, un des 12 mois de l'année le plus important pour les musulmans, comme l'explique ici le prédicateur Ariakouba. Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en dégageant un mois durant lequel les bonnes œuvres sont à même d'être acceptées par Allah très facilement. Il n'y a pas un mois dans l'année où les portes du paradis sont ouvertes depuis le début jusqu'à la fin. Les portes de l'enfer fermées depuis le début jusqu'à la fin du mois. Les démons et les djinns transgresseurs enchaînés, sauf le mois de Ramadan. Il n'y a pas un mois où cela est fait à la communauté, sauf pendant ce mois de Ramadan. Un mois sur 12 que Allah a choisi. D'aucuns voient des difficultés à travers ces mois, notamment c'est cela. Si vous arrivez à comprendre un peu le sens de ce mois de Ramadan, vous vous adonnerez à ces difficultés-là. Le prophète nous dit dans un hadith, Hujibatul Jannatu bil makarih. Le paradis, quand Allah l'a créé, il l'a voilé par ce qui est pénible, ce qui est difficile. Et durant ce mois de Ramadan, nous avons 3 grandes difficultés à laquelle nous faisons face. Et c'est ça l'esprit de ce jeûne du mois de Ramadan. La première difficulté, on la vit tous les jours jusqu'à la fin du mois. 29 à 30 jours, c'est celle-là d'abandonner sa pitance journalière, d'abandonner son manger et son boire. Et tout ce qui, quand tu le fais, pourrait quelque part imputer sur l'esprit du jeûne. Depuis Mintoulou il Fajr ila Gourbi Shams, depuis l'apparition de l'aube et jusqu'à qu'au coucher du soleil, toute une journée en adoration. Et c'est pour cela, Imam Bahaki nous dit, c'est le mois de patience. Et la récompense de la patience est le paradis. Donc Imam Bahaki rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le mois de Ramadan c'est le mois de patience et la patience n'a d'autre récompense que le paradis. La direction nationale de la police nationale a procédé ce matin au lancement de la campagne de sensibilisation de la population contre le coronavirus, une initiative appuyée par la Société Générale Afrique de Technologie, nous rapporte Ali Sissé Ibrahim et Sadou Doumi. Le coronavirus est très dangereux. Il a déjà occasionné la mort de plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Avec cette pandémie, notre pays n'est pas épargné car on dénombre plus de 20 morts dus au Covid-19. Aussi, la police nationale, avec l'appui de la Société Générale Afrique de Technologie, qui est financée par la BESIC, a lancé aujourd'hui sa campagne de sensibilisation à l'endroit des populations contre le Covid-19. François Denis de la Société Générale Afrique de Technologie détermine le contour de leur appui et contribution. Nous apportons un appui et une contribution.
il y a deux volets très importants. C'est surtout la sensibilisation. Donc à ce titre, nous avons initié plusieurs actions en partenariat et sous la coordination de la police nationale. La première, c'est des ateliers de sensibilisation avec 2 médecins qui expliquent les risques, qui expliquent la maladie et qui expliquent comment se protéger. La deuxième action qu'on a mis en place, nous avons déployé par différents canaux des haut-parleurs avec des messages qui sont enregistrés et qui sont distribués dans toute la ville. Soit des messages qui tournent en boucle, soit des messages qu'on peut envoyer en direct compte tenu de la situation. Procédant au lancement de la campagne de sensibilisation de la population par la police, le directeur général adjoint de la police nationale, Oumar Moussa, a relevé le caractère nécessaire de la sensibilisation. Si aujourd'hui la police nationale se retrouve en phase de sensibilisation de son personnel et de la population, il va sans dire qu'il s'agit d'une activité normale qui rentre dans le cadre de sa mission de police administrative. C'est vrai, dès qu'on parle de police, on ne voit que le côté répressif. Or, la répression n'intervient qu'en cas d'échec de la prévention. Pour parvenir à cette fin, la police nationale n'hésitera pas sur les moyens à mettre en œuvre et d'ores et déjà, elle a entrepris plusieurs activités internes comme externes. Au cours du lancement de cette campagne de sensibilisation de la population par la police, une démonstration de l'utilisation d'un drone et de véhicules équipés de dispositifs de diffusion de messages de sensibilisation a été effectuée. Restons toujours dans ce cadre et c'est pour parler de ce don ce matin au consulat de la République de la Côte d'Ivoire au Niger qui a procédé à la remise d'un don de vivres aux ressortissants de la Côte d'Ivoire en ce moment de pandémie. La cérémonie s'est déroulée en présence de nos reporters Hamza Sakou et Cheb Guisso. C'est pour permettre à leurs compatriotes ivoiriens de joindre les deux bouts en cette période de crise sanitaire que le consulat de la Côte d'Ivoire effectue par cette rencontre une remise de dons de vivres en ce mois de Ramadan. Aujourd'hui, en ma qualité de consul de la République de Côte d'Ivoire au Niger et en collaboration avec le cercle des Ivoiriens du Niger, nous venons procéder à un don de vivres aux familles impactées par le Covid-19. Voilà donc le sens de cette cérémonie. Et donc, au nom du ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire, au nom du ministère des Ivoiriens de l'étranger, j'ai l'honneur donc d'offrir aux familles précaires impactées par le Covid-19 vivant au Niger des dons de vivres en tonnes de riz et d'huile, ainsi que des cartons de sucre pour les familles qui déjà ont commencé le carême musulman de cette année 2020. Vous êtes venus à notre aide. Vous avez nous soutenus en nous offrant ces vivres qui vont permettre à plus de 100 familles de pouvoir avoir quelque chose à se mettre sous la dent chaque soir et chaque midi. Nous voulons vraiment vous remercier au nom de la CINI pour ces dons que vous venez de faire. Et nous voulons vous assurer que ces dons que vous nous remettez en ce jour seront bien répartis et seront distribués aux familles vulnérables. Émus par cette action salutaire, les bénéficiaires ont naturellement salué ces donateurs. Nous étions très contents de ce matin. Nous remercions l'État Niger et nos présidents de CENI et notre honorable M. Victor Akissé qui nous a venus nous faire ces bons cadeaux. Nous étions très contents de cela. C'est vraiment un grand merci parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est le seul mot que le dictionnaire a créé pour témoigner notre reconnaissance à la personne qui nous fait du bien. Et donc nous disons merci au consul et à ses collaborateurs. Disons merci aussi à la terre du Niger qui nous accueille. Voilà pour tout ce qu'ils font pour nous. Nous espérons que
le Covid-19 va reculer rapidement. La communauté des Ivoiriens au Niger lance un appel à toutes les bonnes volontés d'emboîter le pas à ces généreux donateurs afin de surmonter cette pandémie. Ce mercredi 29 avril 2020, c'est la journée internationale d'Islam. L'islam, c'est cette nouvelle forme d'art oratoire, donc un mélange de la poésie et de la musique qui est en pleine expansion. Pour plus de précisions sur cet art, suivons le slameur nigérien Oga le Slameur. C'est une journée de célébration d'islam, une journée de reconnaissance de notre art comme tous les autres arts. Donc on profite de cette journée pour imposer notre art comme les autres l'ont fait. Donc c'est une journée exceptionnelle pour tous les slameurs et slameuses du monde entier. Le slam aujourd'hui se développe à une vitesse exceptionnelle au Niger parce que durant ces années, le slam, nous sommes passés des chelem aux scènes ouvertes, des compétitions aux concerts et des festivals aux spectacles. Donc ce qui veut dire que le slam prend de l'ampleur au Niger. Le slam est en train de gagner du terrain au Niger. Bien qu'on a besoin de soutien en tant qu'artiste, on a besoin de soutien venant des autorités du Niger et de notre ministère de tutelle. Les relations entre les anciens comme Almani Koy, Jonel et tout récemment Altes, c'est des fortes relations, c'est des aînés qui essayent de nous donner le moral, de garder la tête sur les épaules, de bien travailler et de faire de ce slam-là un art où chacun va se retrouver en fonction de nos écrits et en fonction de nos dires. À cette journée, moi je vais souhaiter à tous les slameurs bonne journée de cette journée internationale du slam et que cette année soit une année de réussite pour tous ceux qui veulent faire des concerts ouverts ou bien des spectacles ou bien des festivals. Bonne chance à tout le monde et bonne chance à nous aussi. Et j'appelle notre ministère de tutelle à vraiment nous épauler parce que notre art est un art qui a besoin d'aide, parce que c'est un art qui sensibilise et qui enseigne et qui éduque aussi. Et puis, ce communiqué de presse des organisations des fondateurs des écoles privées d'enseignement général. Ces organisations appellent la communauté scolaire à respecter scrupuleusement les mesures barrières prises par l'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les organisations des fondateurs présentent également leurs sincères condoléances aux familles endeuillées, souhaitent un prompt rétablissement aux malades et encouragent le personnel de la santé pour son dévouement. Les organisations des fondateurs des écoles privées adhèrent aux propositions du comité mis en place pour le sauvetage de l'année puisqu'elles écartent toute idée d'année blanche. Elles réitèrent aussi leur demande de subvention pour combler les manques à gagner créés par la fermeture des écoles depuis le 20 mars 2020. Enfin, les organisations des fondateurs des écoles privées du Niger félicitent et encouragent le gouvernement pour les mesures prises jusque-là pour la protection des populations nigériennes. Et puis comme chaque semaine, nous vous invitons à suivre à présent votre chronique judiciaire. Elle porte cette semaine sur les causes d'irresponsabilité pénale, un thème développé ici par Maître Ahmed Maman. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception. Les causes d'irresponsabilité pénale, au fait, sont prévues à l'article 41 jusqu'à 47 du Code pénal. Ce sont notamment les causes de non-imputabilité, les faits justificatifs et la minorité pénale. Donc, comme vous le savez, normalement en matière pénale, la responsabilité, elle est individuelle et personnelle. C'est par exemple chacun, comme on dit, répond de ses actes. On ne peut pas, par exemple, poursuivre un parent, un frère, pour des faits commis par un de leurs. Obligatoirement, en matière pénale, on répond de ses actes. Donc, la responsabilité pénale étant individuelle,
il y a des circonstances ou des situations qui font en sorte que, nonobstant le fait que l'infraction soit commise ou qu'elle soit caractérisée, il y a des situations ou des circonstances dans lesquelles la personne ne saurait être poursuivie ou ne saurait être condamnée. Je vais vous parler de l'exemple de la démence. Tout homme ou tout individu qui commet une infraction, en tout cas pendant qu'il avait la démence c'est ce qu'on appelle communément la folie, donc normalement il ne peut pas être condamné, il ne peut pas être tenu responsable de ces faits, puisque quand on est malade, quand on est fou, on ne peut pas être pénalement responsable. Mais là aussi, il faut faire une distinction entre la folie, entre guillemets, et certaines crises passagères. Parce qu'il arrive aussi à certaines personnes d'avoir certaines crises, et au moment de ces crises, il arrive à ces personnes de commettre certains actes. Donc, les crises passagères ne sont pas en tout cas considérées comme démence du point de vue de la loi pénale. C'est vrai que la démence elle-même, elle est appréciée au moment des faits. C'est au moment des faits, au moment de l'action qu'on apprécie. Et quand vous prenez au niveau du tribunal en matière criminelle, à chaque fois qu'on a un individu, un accusé, une expertise psychiatrique est diligentée pour déterminer son état de santé, pour savoir effectivement s'il a agi en tout cas étant dément ou pas, s'il a une démence ou pas. Donc voilà la première cause d'irresponsabilité pénale. La deuxième cause, c'est la contrainte. Vous savez, on peut être dans une situation où il y a une contrainte qui est exercée contre nous et contre laquelle on ne saurait résister. Donc la contrainte fait en sorte que aussi la personne qui agit sous l'effet de la contrainte ne saurait être tenue responsable de ses faits, parce que quand vous prenez l'exemple de quelqu'un sur qui vous mettez une arme, vous lui demandez de commettre une infraction sous peine de mettre fin à sa vie. S'il commet cette infraction, en tout cas sous cette pression, c'est que cet acte ne saurait être puni, parce qu'effectivement, il y a cette contrainte qui est exercée sur lui. Donc la contrainte également fait partie des causes d'irresponsabilité pénale. En dehors de la contrainte, il y a ce qu'on appelle l'autorisation de la loi. Vous savez, il y a des faits qui peuvent être considérés comme infractionnels dans des situations normales, mais dans d'autres situations, on peut estimer qu'elles sont autorisées par la loi. Je vais vous donner l'exemple de la peine de mort. On le sait très bien, tuer, mettre fin à la vie de quelqu'un, c'est une infraction punie par la loi. Mais quand c'est par décision judiciaire que la peine de mort a été prononcée, le fait de l'exécuter, par exemple le fait d'exécuter cette décision, notamment en mettant fin à la vie de la personne condamnée, on ne commet pas une infraction. En le faisant, c'est que c'est sur autorisation de la loi, et donc on ne peut pas être tenu responsable de ces faits ou être condamné pour meurtre ou assassinat. Là, nous sommes protégés par la loi parce qu'il s'agit d'une cause d'irresponsabilité pénale. En dehors de l'autorisation de la loi, il y a le cas de commandement de l'autorité légitime. Là aussi, je vais vous donner par exemple le cas des militaires qui agissent sous le drapeau, en tout cas dont il y a une hiérarchie. Un militaire qui arrive à commettre certains agissements suivant l'ordre de sa hiérarchie, normalement il ne peut pas être tenu responsable de certains faits qui sont répréhensibles dans une situation normale, parce qu'il est protégé ou couvert par cette cause d'irresponsabilité pénale qui est le commandement de l'autorité légitime. Mais il y a des conditions notamment à respecter dans ce cas de figure, parce que d'abord, quand vous prenez, il faut qu'il y ait un ordre, il faut évidemment que cette autorité soit une autorité légitime. Et en dehors de cela aussi, par rapport au commandement de l'autorité légitime, il y a un cas qui est exclu, c'est notamment le cas de l'ordre manifestement illégal.
il arrive dans certaines situations où la hiérarchie peut donner des ordres, en tout cas à certains agents, de commettre certains faits qui sont en tout cas punis par la loi, qui sont réprimés par la loi et dont l'agent lui-même qui a reçu l'ordre sait pertinemment qu'il s'agit d'un ordre manifestement illégal. Et on le sait, que ce soit du point de vue de la Constitution, que ce soit du point de vue de certains textes qui répriment en tout cas l'ordre manifestement illégal, on sait que quelle qu'en soit la hiérarchie, quelle qu'en soit en tout cas l'institution qui donne un ordre, en tout cas qui est illégal, aucune personne ne doit normalement exécuter cet ordre, sous peine d'être évidemment poursuivi devant les tribunaux. Donc en dehors du commandement de l'autorité légitime, il y a évidemment le cas que pratiquement tous les justiciables connaissent ou arrivent à avoir une idée dessus, c'est la légitime défense. Bien qu'elle est appréciée par beaucoup de justiciables avec certains éléments qui normalement du point de vue de la loi ce n'est pas le cas. La légitime défense évidemment c'est une cause d'irresponsabilité pénale. Et là aussi il y a des conditions que cette légitime défense doit regrouper. Notamment, il faut qu'il y ait une attaque qui est imminente et actuelle. Il faut qu'il y ait une proportionnalité d'armes. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un individu en face de vous qui vous agresse main nue et que vous vous permettez de prendre une arme pour l'affronter et dire que vous êtes en légitime défense. Parce que en matière de légitime défense, la proportionnalité des armes, elle est en tout cas toujours appréciée par les juridictions. Et l'attaque doit être évidemment actuelle et imminente. C'est l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui vient vous, en tout cas, voler vos biens ou, je sais pas, vous agresser. Par la suite, pris de peur, il fuit, il prend la fuite. À partir du moment où il prend la fuite, on ne peut plus parler d'une attaque actuelle et imminente. Vous ne pouvez plus encore lui administrer de coups, vous ne pouvez plus encore l'affronter et invoquer la légitime défense parce qu'il n'y a plus d'attaque. Donc vous ne pouvez pas vous cacher derrière cela. Maintenant, par rapport à cette question de légitime défense, il faut le dire que la loi a prévu des exemples parfaits sur la question de la légitime défense. C'est le cas, le premier cas énuméré par la loi, c'est le cas par exemple de celui qui repousse en tout cas une attaque, notamment, comment on appelle ça, dans une maison habitée, nuitamment, donc quelqu'un qui a escaladé le mur pour se trouver dans une maison habitée. Quand vous trouvez dans cette situation et que vous le repoussez et que dans cette situation qu'il y ait eu mort, coups et blessures, donc on peut invoquer notamment la légitime défense. En dehors de ça aussi, il y a le dernier exemple prévu par la loi, c'est le fait de se défendre contre des violences ou un pillage en tout cas pour lequel vous êtes exposé. Donc voilà pour ce qui est de la légitime défense. En dehors de ces différents cas que je viens d'énumérer, il y a le cas de la minorité pénale. C'est vrai que aussi la minorité pénale, beaucoup en parlent. Beaucoup pensent que quand vous avez 18 ans, vous ne pouvez pas aller en prison et vous pouvez faire toutes les bavures possibles. Et ce n'est pas le cas. La loi a bien distingué quel mineur ne peut être poursuivi par un tribunal et lequel, en tout cas, peut se trouver devant un tribunal. La loi a fait une distinction notamment de mineurs de moins de 13 ans et d'un mineur de 13 à 18 ans. S'agissant du mineur de moins de 13 ans, c'est son cas normalement du point de vue de la loi. Un mineur de moins de 13 ans, il ne peut pas être tenu responsable de ses actes. On ne peut pas, en tout cas pénalement le poursuivre pour des faits qu'il aurait commis parce qu'il bénéficie de cette irresponsabilité pénale qui tient de sa minorité pénale de moins de 13 ans. Maintenant, pour le cas des mineurs de 13 à 18 ans, là la loi a prévu en tout cas que pour apprécier ce genre de situation, il faut absolument
que le juge apprécie le discernement du mineur, vérifier si le mineur a agi avec discernement ou il a agi sans discernement. Parce que vous savez, il y a des mineurs, en tout cas de moins de 18 ans, qui n'ont pas de discernement, qui ne reflètent pas souvent leur âge et qui peuvent être dans une situation où ils peuvent commettre des infractions. Alors qu'il y a des mineurs de plus de 13 ans qui agissent avec discernement, qui sont bien éveillés, qui sont bien intelligents, et c'est en fonction du discernement que normalement la peine est appréciée ou la poursuite est appréciée. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur les causes d'irresponsabilité pénale prévues par notre code pénal au Niger.